Dans le même domaine de l'informatique, je vais passer la parole à Mahmoud Premdi, qui va nous donner un aperçu, qui est ingénieur télécom. Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Donc, comme Omine vous disait, je suis ingénieur en télécom, mais j'ai eu un parcours atypique, c'est-à-dire après mon bac, je suis passé par un DUT en génie électronique et informatique. Et suite à ce diplôme, je me suis vite rendu compte que, en fait, il était difficile de trouver un emploi et en fait un emploi qui me convenait. Donc j'ai décidé en fait de continuer mes études, mais donc des études d'ingénieur, mais en formation continue. Donc j'ai effectué mes études donc en formation continue à l'université de Cergy-Pontoise. Et dans le cadre de cette formation, j'avais le choix soit de faire en fait un stage très long en entreprise, soit en France, ou aller à l'étranger. Et donc dans le cadre de ce stage, j'ai décidé d'aller en fait en Angleterre, parce que mon université était jumelée avec l'université de Newcastle. Et donc j'ai effectué un stage là-bas, et au cours donc à la fin de ce stage, je devais en fait passer en fait valider mon diplôme, et je devais en fait comment on appelle ça, je devais passer en fait un examen directement à l'université de Newcastle, parce que le diplôme était validé là-bas. Et donc après ce diplôme, je suis revenu en métropole, et c'est là que je commençais à rechercher un emploi. Et à l'époque, c'était le boom dans le secteur des télécoms. Et c'est comme ça que j'ai atterri en fait chez un opérateur américain. Et mon stage en Angleterre m'a permis en fait d'intégrer cette entreprise, parce que je parlais mieux l'anglais, et donc c'était quand même un critère très important pour la société. Et dans le cadre de cette société, donc je suis rentré en tant qu'administrateur de réseau télécom, et j'ai évolué au sein de l'entreprise pour devenir chef de projet, et ensuite j'ai encadré une petite équipe de 4 personnes en tant que responsable de project implémentation, c'est-à-dire pour implémenter tous les gros projets en réseau et tout ça. Et donc j'ai effectué 10 années dans cette société. Et après les 10 années, j'ai en fait été contacté, je suis arrivé à La Réunion il y a 1 an et demi à peu près, et j'ai été contacté par une société française ici basée récemment, enfin qui est venue récemment à La Réunion, pour un poste de responsable déploiement. Et donc c'est pour ça que je suis maintenant à La Réunion. Et donc c'est pour vous dire qu'avec du recul, je ne regrette pas mon parcours, parce que avec du recul, je me suis rendu compte que, heureusement que j'ai effectué en fait cette formation d'ingénieur, ce qui quand même me permet de pas mal, on va dire entre guillemets, me défouler dans ma vie de tous les jours. Et même en étant dans la vie active, je continue en fait de passer des certifications constructeurs, notamment Alcatel, Nortel, Cisco. Et donc je continue toujours à me performer et avoir toujours plus de connaissances, quoi. Aller chercher les connaissances et évoluer en fonction. Et voilà, enfin moi c'est un parcours un peu particulier, mais bon, on y arrive aussi en passant par un DUT. Mais voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Non, ben voilà, en tout cas, un des points positifs, vous voyez que les études ne sont pas toujours contraignantes. À l'issue, on peut bien se défouler, comme il vient de témoigner. Donc, il ne faut pas y avoir peur. Et puis, votre parcours, c'est un bon parcours. Donc, peut-être il y aura ensuite questions. Donc maintenant, on va passer la parole au brillant gérant des stations-service. Les stations-service, à mon sens, c'est aussi une partie du commerce, mais un peu encore plus particulière, parce que dans la mesure
où il faut solliciter une gérance et il y a des conditions à satisfaire et donc nous sommes honorés par la présence de ces gérants dont la profession est en pleine peut-être restructuration. Donc je vais passer la parole au président de l'Axis, Ghulam Akbar Ali, qui lui aussi, après avoir établi un parcours universitaire, s'est lancé dans la station-service et donc on attend vivement qu'il nous fasse part de son expérience. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Union UAXIR pour nous avoir invités, nous tous présents, et je vous remercie vous en particulier les jeunes garçons et filles qui êtes là pour... ça nous démontre que notre jeunesse est très friande entre guillemets de savoir. Je suis même très content de vous voir aujourd'hui. Bon, je vous dis pas que la pression m'est tombée dessus parce que je suis parmi les derniers intervenants, j'ai l'impression. Et j'arrête pas de recevoir des SMS de mon fan club, au fond, je ne citerai pas, qui me dit comment expliquer à ces jeunes pourquoi être gérant de station-service après avoir fait des grandes études. Enfin, quand je dis grandes, je vais vous les résumer. Je discutais avec le vice-président Nazir il n'y a pas longtemps au téléphone et qui me proposait de venir. J'ai dit en tant que président, en tant que quoi? Il me fait non, en tant que gérant de station-service. J'ai dit c'est une blague là, non? Il me fait non, il faut que tu interviennes, il faut que tu montes ton parcours. Je fais bon, bah écoutez, je vais me focaliser essentiellement sur le parcours pour vous démontrer en fait à quoi servent les études. Enfin, j'espère être assez clair pour vous expliquer à quoi servent les études aujourd'hui dans ce domaine-là, bien qu'on ait l'impression qu'on soit uniquement des pompistes. Et le terme est assez péjoratif aujourd'hui. Tout d'abord, mon parcours, je suis issu d'un bac littéraire. Je pensais que ça allait rigoler, non, pas trop. J'avais, à l'âge de 14 ans, décidé, je vous dis bien décidé, à l'âge de 14 ans, tout ça par amour d'une matière à l'école, que j'adorais, que j'affectionnais particulièrement, qui était la géographie. J'ai toujours voulu être prof de géographie. C'est marrant, la vie elle est comme ça. Prof de géographie à l'âge de 14 ans, j'avais pris cette décision, j'atteindrai ce but-là. Alors, comme il dit pour info, c'est raté, pas vraiment. Je vous explique. J'ai fait ce choix-là. Toutes mes études ont été consacrées sur la géographie. Pourquoi la géographie? Pourquoi? Parce que j'estimais que cette matière était globale, globalisante même. Pour faire de la géographie, il faut avoir des bonnes connaissances en mathématiques, il faut des connaissances en histoire, il faut des connaissances en anglais, parce que la plupart des gros bouquins sont en anglais, et il faut savoir écrire en français si possible. Parce que les plus grands géographes au monde aujourd'hui sont essentiellement des Français, et que j'ai eu l'occasion de connaître dans mon cursus, dont un qui s'appelle Paul Claval, pour ceux qui vont bientôt étudier ces bouquins. Le choix donc a été fait collège, seconde, terminale, toujours cet objectif, passer le DEUG de géographie. On était 500 en géographie en première année. Je me rappelle à cette époque, Tahira était étudiante, pas Tahira, Mosma était, je crois, étudiante, et on se croisait, et moi j'étais là, je dis, ouh, elle est dans sa stratosphère. Je voyais Amine, pareil, que je croisais aussi à la fac. Moi j'étais le tout bleu, tout nouveau, qui arrivait, eux, je les remercie aujourd'hui, parce que c'est eux qui me donnaient des conseils aussi. Et tiens, faites gaffe à ça. Surtout que la première année de fac, je peux vous dire que c'est qui tout double. Soit vous faites la fête, c'est le cas de la plupart des gens qui viennent en première année, et vous ratez vos examens, soit vous êtes sérieux et vous travaillez. Comme Seguir l'a dit, Seguir d'acteur, il faut travailler, il n'y a que ça qui compte. C'est le travail qui vous rendra intelligent. La première année, 500, on est passé en deuxième année, on n'était plus que 70. Donc, voilà, 70, je continue ma licence en géographie, donc troisième année de géographie, et là je me rends compte qu'à l'UFM, les portes étaient plus ou moins fermées, que le rêve que je voulais atteindre de prof de géographie ne me plaisait plus tant que ça, mais par contre j'aimais quelque chose d'autre qui était mon île, la Réunion. J'étais passionné par cette île, par l'environnement, la géographie, la géomorphologie de cette île, et par son peuplement, et par nous tous qui la peuplons. Et je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose qui puisse être utile à la Réunion,
à savoir de l'urbanisme. Donc je me suis spécialisé dans un magistère à la faculté de Paris 4, c'est-à-dire l'Institut d'urbanisme enfin, le titre un peu long, c'est un magistère, si vous voulez, en urbanisme et d'aménagement du territoire à la Sorbonne. Donc j'ai fait 3 années jusqu'au DESS à la Sorbonne en aménagement du territoire. J'ai eu des stages à faire à La Réunion en aménagement du territoire. J'ai travaillé sur le SAR, le schéma d'aménagement régional de La Réunion, qu'on utilise encore aujourd'hui. J'ai pu travailler dans une agence d'urbanisme pendant 3 mois à développer un projet qui est comment reconnaître les zones insalubres à La Réunion, parce que on n'avait pas de nouvelles technologies qui nous aidaient à mettre en place des nouveaux critères d'insalubrité à La Réunion. C'était dans une demande de l'État français, donc j'ai travaillé là-dessus avec des photos aériennes, avec des images satellites. Enfin, on a utilisé ces études, m'ont servi pour faire tout ça. Ensuite, l'Institut d'urbanisme, j'ai travaillé sur la mise en place de villages prototypes sur les sans-abri. C'est le côté humanitaire aussi, qui était intéressant, par exemple, dans la maîtrise. Et on m'a demandé de revenir à La Réunion. C'est mes professeurs qui m'avaient envoyé, m'ont dit reviens à La Réunion, il y a un DESS qui va être créé, qui s'appelle le DESS pour l'aménagement et des collectivités territoriales, mais spéciales insulaires, à savoir pour les îles. C'était une demande des 2 conseils régional et conseil général. Je suis arrivé à La Réunion, le problème c'est que le DESS ne s'est pas créé. Là, gros souci, que faire? Je retourne en métropole, je ne serai pas accepté parce que j'ai quitté mon cursus de magistère pour arriver à un DESS à La Réunion. Je regarde mon frère qui vend des vêtements, je lui dis écoute, je veux bien t'aider un peu, mais je crois que je vais faire autre chose. L'autre chose c'était l'armée. Vous allez me dire pourquoi l'armée? Écoutez, je n'avais pas envie d'éplucher des patates, mais j'avais envie de connaître ce que c'était que l'armée, que mes oncles ont connu. Donc j'ai passé un concours, comme un concours dans une grande école, et c'est l'Institut d'urbanisme, ça y est, je mélange mes pinceaux, à savoir, j'ai fait l'école des officiers de l'armée française à Couëtquidan, près de Rennes. Donc j'ai passé le concours, pareil, 200, à la fin on n'était que 10 à être pris. Et donc j'ai fait ce qu'on appelle élève officier de réserve. Je devais être cartographe à Joigny. C'était le choix que j'ai fait pour mon cursus. Entre-temps, je vous donne tous ces exemples pour que vous compreniez pourquoi le cursus et le choix dans la vie est très bizarre, parce que c'est pas nous qui décidons, il faut pas oublier que c'est là-haut que ça décide pour nous souvent. Et j'ai rencontré un type à table qui était aide de camp d'un général qui s'occupait des anciens combattants. Et ça m'a vachement plu. J'ai dit bon, aide de camp à l'époque à l'armée, c'était celui qui porte le glaive, qui va dans les guerres affronter avec le général. Ça c'était au temps révolu. Aide de camp aujourd'hui c'était un espèce de porte-serviette à ma première vision, mais en fin de compte non. C'était un mec qui suivait un général partout où il allait, et c'était cette acquisition de connaissances encore plus diverses qui m'a attiré. Donc je suis parti dans cette branche, j'ai passé l'examen et j'ai atterri aide de camp du général qui s'occupe des relations internationales de la France. À savoir qu'après le président de la République, vous avez un général, et sous ce général, il y a ce général, c'était un amiral dont j'étais le secrétaire privé. Et j'ai fait ça pendant 10 mois, mon service national. Lui étant un amiral, au bout de 3 mois, il est parti dans la zone océan Indien, et moi j'étais de l'armée de terre. Il faut savoir qu'il y a la marine, l'air. Je parle de l'armée pour ceux qui pourraient être intéressés aussi, parce qu'il y a énormément de débouchés aujourd'hui dans l'armée. Parce qu'aujourd'hui, l'armée, qui n'est pas représentée, mais que j'essaie de vous faire connaître aussi, est un monde professionnel, et non pas le simple soldat avec son FAMAS qui va tirer sur les gens. On est plus dans une politique de défense que d'attaque. Au bout de 3 mois, l'amiral ayant quitté son poste de chef des relations internationales, on m'a délogé. Vous savez pourquoi? Pour une chose. Parce que mes parents étaient commerçants, parce que j'avais le contact facile avec les gens, et parce que je maîtrisais pas, mais je savais comprendre et je savais écouter les gens, et surtout comprendre des langues étrangères qui étaient l'hindi, le guzhati, l'ourdou, toutes ces langues que vous, tous ici, comprenez, même si on n'arrive pas à la pratiquer, mais on la comprend. Donc l'armée s'est intéressée à mon cas et m'a demandé d'être, cette fois-ci, donc j'étais lieutenant, officier, et on m'a demandé d'être chef d'une cellule qui s'appelle REPETRAN, représentation étrangère. J'avais à peu près une dizaine d'adjudants-chefs, de sous-officiers sous mes ordres, et je devais être en relation avec les 150 ambassades à Paris et gérer toutes les délégations étrangères qui venaient à Paris, à savoir du grade de ministre
au grade de général. Le plus petit grade que j'ai eu, c'était colonel. C'était personne qu'on allait chercher à l'aéroport, ou dans l'avion directement, ou le jet privé, ou le train, ou le bateau, et on leur faisait un parcours non-stop pendant une semaine, 10 jours, le temps du séjour en métropole. Ça m'a permis de rencontrer Dassault, Jet Industrie, Ariane Espace, Airbus, et j'en citerai encore plein comme ça d'industriels. Toutes ces industries où j'ai pu mettre les pieds, la chance que j'avais, c'était, vous savez, on est obligé aujourd'hui dans le domaine de passer des cartes de visite. Et j'ai eu à peu près 10 propositions d'emploi dans chacune de ces activités différentes, qui n'étaient absolument pas liées à mon cursus universitaire. Mais les gens estimaient que, tiens, toi tu ferais un bon mec dans le marketing. L'autre qui me disait, ouais, mais toi, avec ton aisance dans l'anglais, tu vas peut-être te débrouiller avec notre cellule, on a du mal. L'armée m'a dit à la fin, parce qu'on m'a demandé de signer 15 ans à l'armée, chose que j'ai refusée, j'avais signé 2 ans, et j'ai démissionné pour des raisons personnelles. Je me suis marié entre-temps, mais c'était pas ça la raison. Et l'armée m'a demandé une chose à la fin, c'était de me développer sur l'hindi. L'armée, c'est-à-dire l'État français, voulait me payer les études d'hindi à l'INALCO, l'Institut des langues étrangères à Paris, et m'a demandé de me développer là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on avait un besoin sur l'Inde qui est aujourd'hui en pleine croissance. Après la Chine, c'est l'Inde qui est aujourd'hui sur le marché le plus important, avec des croissances à 2 chiffres. J'ai refusé et j'ai démissionné. En même temps que j'ai démissionné, on m'a proposé de travailler pour une centrale d'achat. Et encore une opportunité de la vie. Et je peux vous dire que j'ai pas cherché. J'ai pas cherché à travailler. On m'a dit voilà, on te connaît, on te fait confiance. C'était en plus des gens de la communauté. On m'a demandé de développer 3 secteurs dans le domaine automobile, dans le domaine chimique, qui n'est pas absolument pas ma formation, dans le domaine agricole, phytosanitaire, enfin des domaines assez rares, et l'alimentaire. Donc j'ai travaillé dans une centrale d'achat pendant 2 ans, à savoir acheter, revendre de la marchandise, faire du négoce international. Rien à voir avec mes études. Au bout de 2 ans, on m'a fait une autre opportunité, une proposition, à savoir veux-tu venir à La Réunion, t'installer et monter une station-service. Ma femme, si elle était là, aurait pu témoigner. Elle a fait un DUT en statistique et informatique. Elle a travaillé pour l'INSEE, l'Ipsos, que des boîtes basées sur les statistiques. On en avait marre de Paris, on s'est dit allez, on va venir à La Réunion, ça va être cool, le soleil et tout. Et on a émigré, et je le dis bien, hijrat. On l'a pris dans ce sens-là, le hijrat, parce que lorsque ma femme a émigré à La Réunion, son premier vœu était de porter le paldo, parce qu'elle ne pouvait pas le faire là où elle travaillait. Je vous en parle avec un peu de larmes aux yeux, parce que c'est quelque chose de très important pour vous les filles. Hein. Je vous le dis tout de suite, le paldo était très important. Visez un métier où vous êtes sûr de pouvoir le porter. Comme elle disait, visez très haut. Parce que c'est lorsque vous serez très haut que personne ne pourra vous reprocher d'avoir le paldo. Je suis spécialisé là-dedans. Je m'adresse essentiellement là aux filles. Bref, arrivé à La Réunion, on a travaillé dans une station-service. On a fait ce qu'on appelle les armes. Et je remercie Goulam qui est à côté de moi, qui m'a formé en l'espace d'une semaine à un travail qui allait m'attendre pour l'instant sur 10 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier que le domaine de la station-service dans lequel j'arrive, ça fait 6 ans que je suis gérant d'une station-service. J'ai sous mes ordres à peu près 20 salariés. Ça vous demande énormément de temps, ça vous demande énormément de passion, parce que si vous n'êtes pas passionné, ne le faites pas, surtout la station-service. Goulam pourra vous le dire, on se lève le matin, on a programmé quelque chose, tout à l'heure il regardait mon téléphone, il y avait demain commande carburant à 6h du matin, faire un devis pour la baie vitrée, j'ai un rendez-vous pour un nouveau logiciel, voir l'installation de la vidéosurveillance. Ça, c'est le fictif, mais la réalité n'est pas là. La réalité, le matin, vous arrivez, il y a une pompe qui est en panne. Il y a un monsieur qui a un problème, la dame doit aller travailler, elle est enseignante, elle sera en retard à l'école, la voiture ne démarre pas. Et on est là pour rendre ce service, c'est pour ça qu'on nous appelle station. Ou voilà, des gens qui oublient leur sac dans leur véhicule. On est là pour rendre des services, station-service. Effectivement, si aujourd'hui on nous respecte, et c'est ça le bas qui blesse, enfin ce qui blesse un peu, c'est que les gens estiment que voilà, on doit les respecter parce que ces mecs-là gagnent des pognons, c'est des pétrodollars, c'est des multimillionnaires. Vous pouvez être très riche dans n'importe quel métier que vous allez le faire. Mais il faut avoir cette passion, il faut cet amour du métier. Maintenant, comme vous avez pu le voir dans mon cas, c'était différents parcours qui m'ont emmené à un métier qui n'a rien à voir avec la base de départ. Aujourd'hui, on m'a recontacté
un ancien professeur de l'université, René Robert, m'avait contacté pour le tram-train, parce qu'il savait que j'avais travaillé sur un projet similaire il y a 6 ans de cela ou 7 ans de cela. On m'a contacté pour l'aménagement d'une plage artificielle sur Manapani, parce que j'avais fait un dossier, Amine, je ne sais pas s'il s'en souvient. La mairie de Saint-Joseph avait payé un organisme, une société privée, 200 000 francs à l'époque, et moi j'avais fait mon dossier sur le même aménagement, j'ai fait ma licence de géographie là-dessus. Et grâce à ma licence, j'ai pu démontrer que là où ils voulaient installer cette zone artificielle était inutile, que ça n'allait pas apporter de l'emploi, que ça allait dégrader l'environnement qui était à peine florissant, parce qu'il y a un début de structure corallien. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, station-service, il me manque énormément encore de bagages. Je ne fais qu'apprendre tous les jours, et je dois apprendre comme un mine, comme un mode, c'est-à-dire il y a des lacunes. Aujourd'hui, avec 17, 20, 10 bonhommes, une station à La Réunion en moyenne emploie 10 personnes, on a besoin de bases, à savoir des bases juridiques. On a besoin de bases en ressources humaines. Amine est au courant. Souvent, je lui ai parlé des... Amine, l'avocat, je m'adresse cette fois-ci. Souvent, je lui ai parlé de mes problèmes sociaux. Il m'a conseillé des livres que j'ai achetés. Aujourd'hui, je me forme. On est plus ou moins autodidacte. Mais à un certain moment, on est obligé de devenir des professionnels. On nous demande aujourd'hui, dans le domaine des stations-service, d'être des professionnels. On est tous notés. Lui, comme moi, on est noté. On a ce qu'on appelle un client mystère qui vient, ça peut être n'importe qui d'entre vous, et qui arrive et qui va commencer par inspecter les vêtements du pompiste. Est-ce qu'il les porte bien? Est-ce qu'ils sont froissés? Est-ce qu'il est mal rasé? Est-ce qu'il a son badge au bon endroit? Est-ce qu'il dit bonjour? Il dit pas bonjour en disant bonjour monsieur, et il regarde de l'autre côté. Non, il faut qu'il regarde la personne en face. On doit nous former notre personnel, parce qu'aujourd'hui on emploie des gens qui sont pas forcément à bac plus 4. J'en ai un chez moi, vous allez rigoler, il a bac plus 2 quand même. Il est pompiste. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu attends pour évoluer? Il dit, monsieur Mégane, on a fait, moi Mégane allait faire mon pêche dans l'après-midi. Oui, parce que le mec il travaille des mi-temps, il travaille il a des horaires assez spéciaux, il s'en fiche. C'est une mentalité, mais je veux pas que vous ayez cette mentalité, s'il vous plaît. Allez loin, allez très loin, le plus loin possible. Maintenant, ce que je vous disais, les lacunes qu'on a juridiquement, il faut qu'on soit formé. Chez M. Kassam Chena, effectivement, il y a peut-être des structures juridiques, mais lui est quand même obligé d'en savoir un peu, quand même, plus même que la personne. Imaginez le gars qui vient en face de vous, responsable du service juridique, qui lui parle d'un texte de loi qui concerne la convention collective de l'automobile de La Réunion. Si lui ne maîtrise pas le sujet, je ne vois pas qu'est-ce qu'il fait en tant que directeur du groupe, directeur général. Je suis désolé. On doit tous être professionnels aujourd'hui. On a une loi qui existe, la loi française, qui nous oblige à nous conformer à des règles de sécurité, par exemple. Si vous saviez le nombre de règles de sécurité qu'on a sur une station-service, c'est hallucinant. Je ne peux pas mettre une pompe à telle distance de la porte. Je ne peux pas, lorsqu'un camion arrive, ne pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques d'explosion, d'incendie. On vit sur une bombe, hein, il ne faut pas l'oublier. On est aujourd'hui sujet à des problèmes sociaux graves en ce moment avec le phénomène de crise qui est plus une psychose à La Réunion. Vous avez un retournement de situation, la population se révolte. Regardez le nombre de grèves qu'il y a en ce moment. On subit à peu près ce même phénomène chez nous dans des gens qu'on emploie et qui sont à bac moins 10 souvent. Hein. On est une soupape sociale, les stations-service. On emploie des mecs qu'on doit former, qu'on doit mettre en avant et qui ne sont pas forcément reconnaissants et qui parfois peuvent vous pousser au prud'homme. Imaginez les prud'hommes, ce que c'est. Je voudrais même pas y être, enfin j'espère ne pas y être un jour, mais le mec pour, je sais pas, 2 congés oubliés, il est capable de vous pousser aujourd'hui en justice. Mais si vous n'êtes pas capable, vous, d'argumenter en face, c'est difficile. Aujourd'hui, pour vous donner concrètement, en 2009, j'ai dû mettre en place un règlement intérieur. Nazir, on en a parlé. On a dû mettre en place plein de choses qui font qu'aujourd'hui on doit être des professionnels de ce métier et non de simples gérants comme c'était à l'époque. On avait l'impression, avec les pompistes, n'est pas un holo, essence, non, aujourd'hui c'est de la gestion, de la rigueur et beaucoup d'ouverture d'esprit. Je laisse la parole à Goulam pour conclure et je libère le micro. En tout cas, vous nous avez dressé un portrait assez dynamique. Vous êtes un monument de dynamisme aussi bien intellectuel en amont que sur le terrain. Merci, mais j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont suivre. Non, évidemment, c'est l'objectif. Et pour les jeunes qui m'ont donné 42 ans, j'en ai 32. D'accord, non, mais